Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où à mon habitude je ne vais pas dire la vérité, j'y tiens toujours, après je ne vais pas répéter ça à chaque phrase. C'est mon approche à la base quand je communique. Je communique en conscience que la vérité n'est pas conceptuelle, donc avec des mots je ne peux pas dire la vérité. Avec des mots je peux exprimer le plus clairement possible mon point de vue et essayer de transmettre des informations que je pense avoir récoltées. Donc ça se limite à ça et c'est déjà beaucoup, mais ça se limite à ça. Le sujet aujourd'hui, alors c'est vraiment un sujet que je n'ai jamais abordé et l'autre fois je me suis dit tiens, je pense que ce serait utile, c'est la tradition, plus exactement le rapport à la tradition. Alors je suis vraiment pas quelqu'un de traditionnel, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai jamais accordé énormément d'importance à obéir à des traditions. Je me considère appartenant à peu près aucune tradition. Et pour autant, j'ai envie, donc je voulais poser les choses quand même comme ça. C'est pas pareil quelqu'un qui vous parle de tradition et qui vit une tradition depuis toute sa vie et quelqu'un comme moi. Donc comme ça, vous pourrez évaluer qui vous parle aussi et la pertinence de mes propos. Mais j'ai quand même envie de donner mon point de vue sur le rapport qu'on peut avoir à la tradition. Parce que très souvent, je vais motiver de deux manières mon discours. Le premier, il est motivé par le fait que très souvent, j'observe qu'on est, comme toujours, dans le pour ou contre. Et soit on est pour la tradition, soit on est contre la tradition. Il y a les progressistes, il y a les traditionalistes. Et c'est deux camps et deux guerres et la dualité, comme toujours. Donc ça, ceux qui me connaissent savent que bon, j'accorde pas beaucoup d'intérêt au combat duel. C'est vraiment l'usage primitif du mental que d'être dans le pour ou contre. Dans cette espèce de binarité, ce manichéisme. Donc évidemment que je ne vais pas avoir un discours pour ou contre la tradition. Les traditions, parce que c'est l'approche traditionnelle. Je ne vais pas parler d'une tradition en particulier. C'est aussi la particularité de ce discours-là, parce que je ne viens pas défendre une tradition. Donc souvent, les gens qui parlent de tradition, c'est parce qu'ils sont identifiés à une tradition, ils viennent défendre leur identification. Donc au moins, moi, je vais parler des traditions depuis en dehors de la boîte, parce que je ne suis pas identifié à des traditions, j'accorde pas spécialement d'importance à une tradition. Donc c'est vraiment l'approche traditionnelle qui va être mon propos. Et je disais, c'est motivé de deux manières, mon discours. C'est aussi motivé parce qu'il y a tout un enjeu actuellement, alors qui est peut-être pas clair en Occident, mais qui est très clair dans le camp des BRICS. Hein. Donc les BRICS, c'est la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil. Et là, en ce moment, par exemple, il y a 19 pays qui demandent l'adhésion aux BRICS. Donc c'est un ordre mondial concurrent de l'ordre, j'appelle ça moi, de la mafia Davos, j'assume mon mot de mafia. Et il y a une guerre absolument explicite, alors explicite au niveau des BRICS, hein, le camp de la Chine et de la Russie est quand même très explicite sur le fait qu'ils sont en guerre contre l'ordre mondial américain centralisé sur les intérêts américains. Le camp occidental, lui, il n'est pas comme d'habitude, il n'est pas clair du tout. Il fait comme si, non, nous on ne fait pas la guerre, on n'y est pour rien. C'est la Russie qui attaque l'Ukraine, comme si le seul enjeu c'était l'Ukraine. Et comme si, donc évidemment que quiconque s'intéresse un petit peu à la géopolitique ne peut que trouver ce récit médiatique absolument ridicule et hautement manipulateur et je pense carrément dangereux parce qu'on ne se rend pas compte des enjeux géopolitiques monumentaux qui sont en cours à cause de ça quand on est en Occident et qu'on ne s'informe pas avec d'autres sources que ce que j'appelle la mass médiasphère. Et donc il y a un enjeu là-dedans parce que le camp des BRICS est beaucoup plus traditionnaliste que le camp Davos, qui est une espèce de progressisme technologique ultra libéral, hein, où il n'y a que le fric et que le pouvoir du fric qui compte, les profits des multinationales. C'est clairement, pour moi, je le vois comme une dictature des multinationales qui cherchent juste à formater des esclaves. C'est ce qu'on appelle des travailleurs et à l'école on formate des gens à devenir des travailleurs des multinationales. Donc moi j'appelle ça des esclaves. Et donc il y a un peu cet enjeu quand même là et la notion de tradition elle est présente.
Les intellectuels, les philosophes qui sont un peu autour de Poutine sont très explicites sur le fait que eux seraient dans la ligne d'une tradition plutôt chrétienne, mais c'est une tradition qui est très ouverte, très clairement à du multiculturalisme, donc du multireligion. Et puis il y a une espèce de modernisme, un progressisme en face. Bref. Donc c'est un enjeu qui a beau être sous-jacent, implicite, mais qui est en cours géopolitiquement sur la planète Terre. Donc voilà les deux contextes qui motivent mon discours aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai à dire là-dessus? Je vais essayer de mon mieux de nuancer ce que je perçois comme les avantages et les inconvénients de la tradition. Simplement. Voilà, je ne vais pas dire la tradition c'est bien, je ne vais pas dire la tradition c'est pas bien, je ne vais pas dire les BRICS ont raison, il faut être traditionnaliste, je ne vais pas dire Davos a raison, on s'en fout de la tradition, le wokisme, hurrah hurrah. Surtout qu'eux ils disent pas wokisme, hein, ils ont d'autres éléments de langage, mais je ne vais pas me positionner dans un camp. Pour être très explicite par contre quand même, je ne vais pas me positionner, mais pourquoi je ne me positionne pas? Parce que j'ai une préférence entre ces deux camps, mais en vrai je ne souhaite aucun des deux. Mon idée de l'organisation humaine dans laquelle j'aimerais vivre, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, il y a toute une playlist où je mets être citoyen et il y a plein de vidéos là-dessus. C'est ni l'un ni l'autre en fait, hein. Moi ce qui m'intéresse au fond c'est ni l'un ni l'autre. J'ai des aspirations très différentes de ces deux mouvements, même si je considère comme une catastrophe monstrueuse la mafia Davos, et ça c'est à éviter à tout prix de mon point de vue. Donc, ceci étant posé, pour moi la tradition a l'énorme avantage d'être source d'expérience. Par définition, une tradition, bonne ou mauvaise on s'en fout, mais c'est le résultat d'énormément d'expériences humaines, parfois depuis des siècles, parfois depuis des décennies, qui donc ont expérimenté ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Alors dans un contexte donné, on va y revenir, parce que le contexte a beaucoup changé, mais il y a ça comme énorme avantage des traditions. Et je pense qu'à part être vaniteux, on ne peut pas juste balayer les traditions comme ça, d'un revers de main en disant c'est des trucs des vieux, on s'en fout, c'est nul. Je pense que c'est très important de comprendre au moins suffisamment, alors volontairement je prends un critère très subjectif, mais de comprendre suffisamment une tradition avant de décider qu'elle ne vaut rien ou avant de décider qu'il faut la faire évoluer. On ne peut pas faire évoluer quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne peut pas faire évoluer quelque chose qu'on rejette profondément. C'est pas pareil de faire évoluer une tradition, et moi je pense que c'est ce qui est le plus intéressant, de faire évoluer les traditions. Ça n'est pas pareil que de jeter une tradition, de la contrer, de la critiquer, d'être l'ennemi de la tradition et de dire c'est tout de la merde, nous en avons. Moi je trouve plus sage, plus consciencieux de comprendre suffisamment une tradition. Et pour autant, les inconvénients d'une tradition, il y en a deux principaux de mon point de vue, probablement qu'il y en a d'autres, c'est que les contextes dans lesquels les traditions étaient pertinentes ont changé. Et donc ce qui est pertinent il y a 100 ans, ça ne peut pas être pertinent maintenant, ça c'est pas possible. Donc le monde évolue, la tradition doit évoluer, sinon elle est ancrée sur le passé, elle n'est pas ancrée maintenant. Donc ça c'est l'inconvénient principal d'une tradition, c'est si elle n'évolue pas, si à un moment donné elle est figée, et ça peut être une tendance humaine de s'identifier à une idéologie et après de la défendre coûte que coûte parce qu'on appartient psychologiquement, notre sécurité psychologique dépend de l'idéologie et sans réfléchir et sans pertinence, on va défendre l'idéologie coûte que coûte, y compris si c'est pas très pertinent de le faire, y compris si l'idéologie devient dysfonctionnelle. Donc ça c'est un réflexe humain, pas de tous les humains, mais c'est un réflexe très classique. J'avais vu, petite parenthèse, j'avais même vu des expériences faites en comparaison entre des humains et des singes, je ne sais plus quels singes, je crois que c'était des chimpanzés et des bonobos, je crois que c'était ça, il y avait des chimpanzés, il y avait des bonobos, il y avait des humains, si ma mémoire est bonne.
Et il y avait une expérience assez simple faite sur des jeunes singes, je crois. Peut-être ils faisaient sur des jeunes et des adultes, mais en tout cas, je me souviens qu'il y avait des jeunes singes et donc des jeunes humains d'un âge équivalent, étant donné, voilà, comparativement comment on peut considérer la jeunesse de chaque espèce. Et je donne les conclusions de l'étude. C'était que les singes remettaient en question leur apprentissage immédiatement, dès que l'apprentissage n'était pas pertinent, alors que les humains avaient énormément de mal à faire ça. Les humains, une fois qu'ils avaient un apprentissage, un conditionnement, en gros, ils ne le remettaient pas en cause, même s'il devenait dysfonctionnel. En gros, ils mettaient les gens dans une situation, enfin les jeunes, donc dans une situation d'apprendre la solution à un problème, puis modifier le problème. Donc la solution n'était plus pertinente. Les singes évoluaient très rapidement pour remettre en cause ce qu'ils avaient appris et trouver une nouvelle solution. Et les jeunes humains restaient bloqués. Donc globalement, on se sont rendu compte de ça. Donc ça, moi, ça me parle parce que j'aide les gens depuis 20 ans et je vois bien qu'il y a une difficulté à évoluer, à changer, à se remettre en cause quand même globalement. On a des égos qui poussent à la fixité, à ce qu'on appelle la psychorigidité. Et donc cette psychorigidité, cette fixité qui est une fausse sécurité, va avoir des conséquences sur les idéologies qu'on défend et qu'on porte, parce qu'on va s'attacher, on va fixer ces idéologies en étant nous fixés psychologiquement. Et donc c'est dommage parce qu'il n'y a pas de raison en fait, il n'y a pas de raison que les choses ne s'améliorent pas, n'évoluent pas. En tout cas, il n'y a pas de raison pertinente, mais il y a des raisons psychologiques et égotiques à ce que les traditions restent un peu figées et ancrées sur le passé. Donc, le premier inconvénient des traditions, c'est que le contexte change. Et le deuxième inconvénient, c'est ce que je viens de décrire, c'est qu'on peut y avoir une fixité liée à une idéologie, à une tradition, et c'est pas souhaitable. Parce que le contexte change. Voilà. Donc, ces deux inconvénients majeurs vont nécessiter, de mon point de vue, que les traditions soient remises en cause, soient évolutives, mais évidemment avec beaucoup de précautions. Encore une fois, on ne peut pas faire évoluer une tradition si on ne la comprend pas, et il s'agit d'arriver à l'améliorer en fait, c'est-à-dire à apporter des changements qui ne vont pas produire davantage d'inconvénients encore, parce qu'il me semble que c'est un peu ce qu'on fait pour l'instant, et surtout qui ne perdent pas l'esprit et la pertinence, d'où l'intérêt d'avoir compris. Je vais chercher un exemple et je vais donner un exemple après. C'est-à-dire que si j'ai pas compris un élément d'une tradition, là je parle de manière très large, en la faisant évoluer, il est très probable que sans même m'en rendre compte, j'anéantisse énormément d'avantages, des choses dont je ne me rendais pas compte, d'autant plus que la tradition faisait que j'en bénéficiais sans m'en rendre compte, c'était là, ça avait ses bénéfices, et moi je jette ça sans m'en rendre compte, et pour gagner ça, je vais perdre ça. Un exemple que je peux donner, alors c'est un exemple que j'aime bien, qui n'est pas issu, on va dire, de notre culture, enfin qui nécessite de connaître deux cultures pour comprendre l'exemple. C'est l'évolution qu'a apporté l'écriture. Dans la culture occidentale, on considère l'écriture comme une source de connaissances, comme une sagesse, comme une évolution évidente. J'ai rarement entendu des gens critiquer je vais oser dire cette technologie, mais ce n'est pas une technologie, hein, mais cette invention de l'écriture, c'est-à-dire le fait d'arriver à écrire des idées. On ne le voit que comme quelque chose qui a des avantages. Et j'avais rencontré un Amérindien de la culture Anishinaabe qui m'avait expliqué que dans sa culture, on considère l'écriture et même la langue, la langue même verbale, hein, l'expression verbale ou l'expression écrite, on considère ça comme de la connaissance de seconde main, de la connaissance morte. Pour eux, il y a énormément de différences entre la connaissance qui procède de l'expérience et la connaissance qui procède de concepts, qu'ils soient oraux ou qu'ils soient écrits. Et du coup, ils ont inventé l'écriture. Ils s'en servent très peu parce qu'ils considèrent que ça n'est pas très pertinent et que ça a beaucoup trop d'inconvénients vu les avantages que ça apporte.
c'est peut-être une des raisons qui font que voilà, les cultures écrites sont peut-être, de mon point de vue en tout cas, en train d'être un peu folles, de détruire plus que ce qu'elles ne construisent, de porter beaucoup plus de nuisances que ce qu'elles portent d'amour, de sagesse, de solidarité, etc. Peut-être parce qu'on est un peu fou à s'intéresser à des choses qui ne sont pas si importantes et qu'on oublie les bases importantes de l'expérience humaine et de la communauté humaine. Donc voilà un exemple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la tradition, elle peut rendre clair que la transmission des connaissances se fait par l'expérience et que c'est très important de créer des espaces d'expérimentation pour que la connaissance soit effectivement transmise. Et si une tradition, par exemple, est claire avec ça, et qu'à un moment donné, il y a un petit jeune qui invente l'écriture, qui dit « Ouais, l'écriture, c'est trop cool, on va pouvoir faire des livres, on va pouvoir mettre plein de connaissances dedans, on va pouvoir... » Je ne vais pas vanter les avantages de l'écriture, ils sont assez évidents en Occident. Et s'il ne s'intéresse pas à la tradition, s'il ne s'intéresse pas aux raisons pour lesquelles on transmet par l'expérience, il va jeter cette transmission-là sans y réfléchir pour une transmission qui de fait est plus pauvre et moins pertinente du point de vue psychologique. Là maintenant en neurosciences, les choses sont absolument claires. Les neurones et le cerveau se transforment principalement par l'enthousiasme à expérimenter et même principalement à expérimenter depuis sa propre initiative. Donc écouter ou lire les concepts de quelqu'un d'autre, c'est effectivement une expérience d'apprentissage beaucoup moins pertinente, beaucoup plus pauvre. Il y a les travaux de Carl Rogers qui ont été très forts, je vais dire, et très sensés là-dessus, sur la problématique de la transmission telle que nous la faisons en Occident. Et donc voilà un exemple où on pourrait avoir l'impression d'avoir fait une évolution, on peut être sûr d'avoir fait une évolution, et on s'est tellement rapidement attaché aux bénéfices de la nouvelle technologie ou de l'évolution qu'on en a perdu la connaissance, la compréhension de ce qu'il y avait avant et qui contenait peut-être aussi quelque chose de mieux en fait, et qu'on ne connaît plus, qu'on ne sait plus expérimenter, qui a été perdu. Et donc je pourrais simplifier mon discours pour finir de cette manière, c'est-à-dire que moi je suis favorable à ce que les traditions évoluent et je suis très défavorable à ce qu'on perde la pertinence et la connaissance qui est contenue dans des traditions. C'est-à-dire que d'abord je comprends ce que je veux faire évoluer, je vérifie que je ne perds rien comme ça sans réfléchir, sans conscience, que à la limite si je lâche ou si je perds quelque chose, je le fais en assumant, en ayant conscience, je vérifie ça et là je peux faire évoluer. Mais si je me rends compte qu'une évolution va faire perdre quelque chose de trop important, bah du coup c'est plus du progrès. Des fois on mélange un peu l'avancée technologique et le progrès comme si on fait l'amalgame comme si ça allait ensemble. Il y a clairement des avancées technologiques qui ne sont pas, ou des avancées idéologiques ou sociétales, qui ne sont pas du progrès, qui sont de la régression. Voilà, donc c'est pas automatique, c'est pas parce qu'on avance qu'on progresse. Sur le domaine culturel, il peut arriver qu'on avance et qu'en avançant, on régresse du point de vue de l'intelligence, de la connaissance et de l'harmonie dans notre rapport à la vie et à nous-mêmes. Voilà ce que j'avais envie de dire. J'espère que ce sera clair. J'ai voulu donner un exemple parce qu'il me semblait que sinon c'était vraiment trop perché ce que je racontais avant. Donc j'espère que j'ai réussi à rendre les choses limpides. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Possible solution, rewire our connection, maybe less consumption, emerging from a mind of isolation, revalue all that we've been given, God don't work on commission, we make up one big breathing chain, we're quite the same, here life's a foolish, foolish game.